Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. De retour dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine pour le La Fresh Morning. Mosley, aujourd'hui notre rubrique à deux volets. Donc exactement notre rubrique à deux volets. Dans un premier temps, nous allons recevoir M. Richard Molomba, que tout le monde connaît plus ou moins au niveau de la scène nationale en ce qui concerne le monde politique, qui est évidemment... C'est un professionnel de la santé, non? C'est un enseignant. C'est un enseignant, voilà. Si je ne me trompe pas, à l'Institut de gestion. Voilà. Et donc, alors, René, tu le connais? Il est professeur de statistique. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a une expérience en politique que beaucoup n'ont pas aujourd'hui dans notre pays. Parce qu'il faut le dire, avant d'être président de l'Alliance pour la Renaissance nationale, évidemment, il a été 21 ans aux côtés de Pierre Mamboundou, dont il a été le secrétaire général dans le cadre de l'UPG. Voilà. Donc alors, et suite à quelques difficultés, notamment en ce qui concerne les rapports entre certains proches de Pierre Mamboundou, notamment de la famille, et évidemment le fait qu'ils ne comprenaient plus la direction politique de Pierre Mamboundou après les élections présidentielles d'août 2009. En 2011, notamment on va dire le 11 mars 2011, il a décidé évidemment d'adresser une correspondance pour signifier à Pierre Mamboundou qu'il démissionnait de l'UPG. Ensuite, au mois de septembre, il a créé l'Alliance pour la Renaissance nationale, qui est le parti au sein duquel il est le président aujourd'hui. Donc, nous allons discuter de long en large avec lui sur les questions en rapport avec la politique nationale, mais également son engagement pour le soutien à la candidature de Jean Ping pour l'élection présidentielle, tout comme on va revenir un tout petit peu également sur la vie politique au sein de son parti qui vient d'avoir son premier élu national. D'accord. Monsieur Molomba, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. D'accord. Moi, je voulais vous poser une question d'entrée de jeu comme ça. René, veux-tu ajuster son micro parce que j'ai un petit problème de son? Voilà, légèrement à ce niveau. Voilà. Est-ce que vous avez 21 ans dans l'UPG? Absolument. Est-ce que pendant ces 21 ans, vous avez déjà été inquiété dans le pays pour votre positionnement politique ou vos opinions? Écoutez, déjà merci de m'avoir invité ce matin dans votre radio, que j'ai pris l'habitude d'écouter pas longuement. Lorsque je cherche RFI, je passe par 104.5, donc radio, et donc je marque un stop. Merci donc de m'avoir invité ce matin. 21 ans, est-ce que... vous avez déjà été inquiété pour vos positions, vos opinions? De façon générale, au Gabon, il ne paraît pas bon, ou il semble ne pas paraître bon, de faire de l'opposition. On est quasiment en danger. Je pense que ce n'est pas une annonce que je vous fais en le disant, puisque vous-même... dans l'exercice de votre métier qui est assez exposant. Vous avez dû rencontrer, selon que vous abordez tel ou tel thème, rencontrer quelques difficultés, que ce soit au plan collectif ou individuel. Donc, dans un système comme celui que je vais vous décrire dans la suite des choses, il est très, très difficile de s'engager politiquement, et notamment dans l'opposition. Et pour moi, beaucoup de choses dans ma vie, je les ai perdues pour cette raison. Je ne suis pas à l'origine, c'est vrai que mes diplômes me permettent d'être enseignant du supérieur, mais je ne suis pas à l'origine enseignant. À l'origine, j'étais à IBM, International Business Machines, qui est une société américaine, le premier mondial en informatique, le premier fabricant mondial d'ordinateurs. Et puis, à cause de mon engagement politique aux côtés de Pierre Mamboundou, mes chefs ont été menacés et on a dû me mettre dehors. Et avant ça, j'ai dû perdre ma bourse pour mon engagement aux côtés de Pierre Mamboundou. Souvenez-vous que en 1989, Pierre Mamboundou, qui était fonctionnaire international, décide de créer un parti politique, ce qui était interdit par la loi au Gabon. Voilà.
le 14 juillet. Au 14 juillet, pardon. Absolument. Il décide donc de créer un parti politique et la loi gabonaise interdit le multipartisme. Et donc, il est en défaut par rapport à la loi et il est condamné pour cet acte. De ce fait, on l'enlève, souvenez-vous, de l'ACCT, aujourd'hui appelée Francophonie, où il était directeur des relations extérieures. Donc il est limogé de l'ACCT et il est envoyé en exil au Sénégal. Et au même instant, je suis, moi, j'étais étudiant à l'USTM et j'étais envoyé par l'État gabonais à aller poursuivre mes études de mathématiques en dehors du Gabon, puisque au Gabon, ça ne s'arrêtait qu'en deuxième année, donc en deuxième année. Et donc, à partir de la licence, on le faisait à l'extérieur. Et donc, moi, j'ai été envoyé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et au même instant, Mamboundou arrivait de Paris. Et nous nous sommes rencontrés. Et cette idylle est née à ce moment-là, en 1990. Et donc, lui-même a dû subir dans sa vie, dans sa chair, ces à-coups de l'environnement sociopolitique de notre pays. Et donc, nous qui étions des lieutenants, forcément, on en subit. Il n'est jamais tout à fait facile, mais ce n'est pas pour vous décourager que je le dis. Non, personne ne sait dire quoi. Non, ce n'est pas pour vous décourager. J'insiste sur ça pour dire que personne à votre place ne viendra faire ce que vous avez à faire. Et surtout dans votre pays. N'attendez pas que les actes soient posés par des gens d'une autre nationalité. C'est vous qui devez poser vos actes. Et j'insiste sur le fait que là, je suis entouré dans cette salle des jeunes, mais l'avenir appartient aux jeunes. Moi, dans 2 jours, je crois dans un jour, aujourd'hui on est au 29, demain le 30, je prends 50 ans, le 30 juin. L'espérance de vie au Gabon, c'est 52 ans, et donc vous voyez que je suis sur la pente descendante pour elle. Ça, c'est une espérance, ça, c'est une information apparente. Vous n'allez pas nous dire qu'il vous reste 2 ans. Non, mais c'est pour vous dire qu'à 50 ans, on est sur la pente descendante et l'avenir appartient à vous, les jeunes. Et donc, c'est à vous de vous battre. Moi, quand je me suis engagé en politique, j'avais 23 ans à peine. Donc, j'étais étudiant, j'avais 23 ans et j'ai dû faire 21 ans durant aux côtés d'un homme auprès de qui j'ai tout appris en politique et que je remercie au passage à titre posthume. Alors, vous avez vécu l'expérience de 93, notamment la première élection suite au retour au multipartisme. Vous avez vécu les différentes échéances électorales en ce qui concerne les présidentielles qui ont suivi. Vous avez vécu celle de 2009 et quand vous faites un tout petit peu le balayage, l'analyse du contexte, est-ce que vous croyez que nous sommes dans les mêmes, on va dire, les mêmes schémas aujourd'hui par rapport à l'élection présidentielle de 2016 ? Je me permettrai, pour vous et pour ceux qui nous écoutent, de décrire d'abord l'environnement sociopolitique de notre pays. Vous voyez, c'est un système qui gère le Gabon. C'est un système avec un ensemble de piliers qui tiennent parfaitement dur. Et un régime qui se met en place est choisi par le système. Le système est composé d'un ensemble de cercles, d'un ensemble d'éléments géostratégiques, d'un ensemble de pays qui tirent profit. Et donc, vraiment, c'est un système complet. Et ce système choisit à un instant donné un régime. Il a d'abord été construit autour d'un homme qui s'appelait Omar Bongo. Et il a choisi, je dis bien, et je pèse bien les mots, par la suite, un régime dirigé par Ali Bongo. C'est le système. Et dans ce système, l'élection est un prétexte. Ça veut dire que lorsque les choses ne vont pas comme le système l'a souhaité, à un moment donné, et ce fut le cas en 1993, à l'élection présidentielle, pendant qu'on est en train de dépouiller dans les bureaux et les centres de vote, l'élection est en train d'être proclamée. Vous avez dû subir... vous étiez très jeune, mais vous ne pouvez pas le savoir, mais demandez à vos parents. À l'époque, tout le monde aujourd'hui, que ce soit à ce moment-là ou après 20 ans de recul,
tout le monde reconnaît que Mba Bessol a gagné cette élection présidentielle de 1993. Et tout le monde voit aujourd'hui une certaine dame qui est aujourd'hui, si vous la croisez, absolument Quand anonyme. vous dites tout le monde, vous dites les institutions ou bien la Je conscience dis populaire? La conscience populaire. Ah, d'accord. Cette dame... non, les institutions Vous voulez parler de sont Madame cyniques. Pauline Ningon? Très bien. Les institutions sont cyniques. Hein. Elles jouent un rôle précis. Elles sont dans le système. Et donc là, je parle de la conscience populaire. Cette dame, Madame Pauline Ningon, qui, pour avoir, à la limite, bradé le pouvoir, pour avoir dit, mais pas question, parce qu'en tant que gouverneur, nous sommes en train de proclamer les élections, de dépouiller les bulletins de vote. Vous ne pouvez pas être en train de proclamer les résultats nationaux, ce qui suppose que les résultats provinciaux sont déjà acquis. Vous comprenez. Et pour avoir dénoncé ça, aujourd'hui, vous la croisez, elle est complètement abandonnée à elle-même. Donc, c'est ça le système. Les élections sont une sorte de prétexte. Maintenant, pour en venir à votre question, est-ce que aujourd'hui c'est mieux qu'hier? Parce que 93, 98, 2005, 2009, c'est l'ubis repetita. En 2009, tout le monde y a cru. Parce que Bongo avait construit un système suffisamment fort et on pensait qu'avec son décès, le système devait être... s'effriter, voilà, être facilement démantelé. Mais on s'est trompé parce qu'un système a des moyens de vie et a une sorte à l'intérieur, une sorte de système d'autorégénérescence. Hein, d'accord? Je perds un bras, il renaît tout seul. Wolverine. Voilà. Donc, on s'est trompé tous là-dessus. Et souvenez-vous d'ailleurs que parmi vous, vos aînés, vos frères, il y a eu des gens qui n'avaient jamais voté du tout et qui ont pensé qu'en allant voter en 2009, ils contribueraient à changer les choses. Et on s'est rendu compte que malheureusement, on a parlé trop vite, on a cru trop vite à des choses. Le système est resté stable malgré la sortie d'un ensemble de personnes. Ce que je remarque, c'est que votre argumentaire, il est concret et fondé sur une expérience vécue. Absolument. Donc, à partir d'un moment, vous avez compris que vous étiez dans un système. Oui. Pourquoi avoir insisté à jouer le jeu de ce système? Parce que vous, en vous positionnant opposant à cette époque, vous acceptiez donc ce qui se passait et qui était défini par le système en place. Savez-vous, monsieur, vous avez déjà la vie en elle-même. Hein, et là, je le dis tous les jours à mes étudiants, la vie est binaire. Hein. La vie n'a que deux voies. C'est vrai, c'est faux, c'est oui, c'est non, etc. Vous arrivez dans ce que vous dites, vous avez le choix entre deux choses. Ou bien vous laissez tomber tout ça. Parce que vous voyez que c'est pipé. Parce que vous dites c'est fait d'avance. Et dans ce cas, les choses ne sont pas prêtes de changer. Ça se fera ad vinam aeternam. Et vous, quel a été votre choix à ce moment-là? J'arrive, mais le choix, pour moi, il est clair, puisque je suis engagé. Ouais, c'est clair. Ou bien vous dites, et là, je tire cette leçon d'un chancelier allemand, père de la social-démocratie, Willy Brandt, qui disait à propos de la social-démocratie que je suis comme une goutte d'eau qui chaque jour, chaque instant, chaque seconde, tape sur un rocher et finit par le briser un jour. Voyez-vous, si vous dites j'abandonne tout, vous laissez les choses entre les mains des rapaces. Et vous dites, bon, mais je vais quand même chaque jour poser un acte. Chaque jour, donner un coup de poing au même endroit. Et un jour, ça va se démanteler. Je vais vous donner quelques exemples. Prenons-en un, le plus proche de nous, c'est l'Afrique du Sud. Avant d'aller un peu plus loin, aux États-Unis. Je vous assure qu'il a fallu croire pour que Mandela, qui lui-même au départ n'a jamais cru qu'il verrait cette démocratie en Afrique du Sud. Il a fallu qu'il croie, que les Sud-Africains noirs croient, pour qu'un jour, un système, et attention, qui était fondamentalement fondé sur des valeurs raciales, qu'un système comme ça soit démantelé. Et le système sud-africain a fini par
être démantelés, écrasés aujourd'hui, ce sont les Noirs qui dirigent. En Amérique, vous venez d'élire, il y a quelque temps, un Noir à la tête des États-Unis. C'était impensable. Vous savez, George Washington peut se retourner dans sa tombe. Un Noir à la tête des États-Unis. Mais c'est inimaginable. En 1969, à propos de l'Afrique du Sud, Frédéric de Klerk, par qui est venue la démocratie en Afrique du Sud, par qui est venu le démantèlement du système en Afrique du Sud, Frédéric de Klerk est président du mouvement des jeunes de son parti, le Parti national, en Afrique du Sud. Et Pete Botha, qui était Premier ministre, prononce un discours lors d'un congrès et dit si un jour les Noirs venaient à diriger ce pays, le jeune Frédéric de Klerk descend de sa tribune, les jeunes crient sur le Premier ministre, ils vont arracher le micro au Premier ministre. Et c'est Frédéric de Klerk qui va prendre la parole immédiatement pour dire il n'y aura jamais de Noirs à la tête de ce pays. Jamais. Frédéric de Klerk. On est en 1969. 20 ans plus tard, c'est par lui. Et c'est comme ça que Dieu punit les gens. C'est par lui que vient justement le premier Noir à la tête de l'Afrique du Sud. Voilà, donc il faut toujours y croire. Vous ne pouvez pas dire, comme c'est fait comme ça, je m'arrête là. Non. On a remarqué le 6 avril, vous avez fait une sortie, au-delà d'organiser un congrès qui devait permettre à vos militants de choisir leur positionnement par rapport à l'élection présidentielle. Vous avez décidé, vous, d'organiser une conférence de presse qui, au cours de laquelle il a été annoncé votre soutien et le soutien de votre parti à M. Jean Ping. Absolument. Est-ce que ça reste dans l'esprit de ce que vous venez de raconter tout à l'heure? Oui, non, ce que... Déjà, par rapport au congrès, la décision, nous avons procédé, un peu comme savent le faire les Japonais, à un choix en interrogeant chaque organe, chaque niveau d'organe de notre parti, et nous avons procédé à des votes. Et le vote a donné en finale à peu près 83% des faveurs à M. Jean Ping face aux autres adversaires. Cette procédure-là, on n'était pas informé. Personne n'était au courant de ça jusqu'à aujourd'hui. Nous l'avons dit lors de notre sortie. Pas clairement. Oui, peut-être que pas Parce clairement. qu'on a l'impression que vous êtes vous avez imposé à vos militants de s'aligner. Non, mais ceux qui lisent notre page Facebook sont informés parfaitement. Ils connaissent même le jour où la décision finale a été prise par la direction élargie du parti, et nous avons dit que nous rendrions public le 5 avril. Et le 6 avril n'a été que la date à laquelle nous avons rendu public. Et donc, oui, notre décision d'être à côté de Jean Ping répond parfaitement à cette logique. Parce que souvenez-vous aussi, dans l'opposition gabonaise, il y a un tout petit peu deux camps. Il y a un camp qui dit disqualifions Ali Bongo d'abord, ne pensons pas à autre chose. Et puis on leur demande, mais si Ali Bongo force la porte, on fait quoi? Ils disent, il n'est pas question de l'accompagner, parce que l'accompagner, c'est un peu, comme disait votre collègue, valider tout ce qu'il aura fait. Et puis un autre avis dans lequel je suis, qui dit, oui, pour disqualifier Ali. Mais si on ne réussit pas, si on ne réussit pas, on doit quand même se préparer pour l'élection présidentielle. Mais c'est nouveau quand on sait que Jean Ping, au départ, n'a jamais souscrit pour qu'on puisse procéder à la disqualification. Il était prêt à aller uniquement aux élections. Non, c'est une mauvaise compréhension. Tout le monde est d'accord que l'idéal, c'est la disqualification d'Ali Bongo. Pour quel motif? Mais il y a au moins deux. Au moins deux, sans courir le risque de vous poser des problèmes. Au moins deux. En toute démocratie. Le premier, c'est que Ali Bongo, à l'heure où je vous parle, a présenté au monde, parce que ce n'est plus seulement au Gabonais, au monde 4 actes de naissance depuis 2009. 4. Ce qui a été démontré, réglé par les institutions nationales et internationales, puisqu'il y a eu la sollicitation du tribunal de Nantes, de première instance de Nantes. Pensez-vous que c'est un débat encore qui tient lieu? Non, permettez-moi. Qu'il tienne lieu ou non, il y a eu 4 actes de naissance. Un homme normal. 4 actes de naissance ou des extraits de naissance? Non, peu importe, en son nom. 4. Si on est sérieux, dans un monde sérieux, dès qu'on en a 4 au lieu d'un seul, ça veut dire qu'il y a au moins
3 qui sont faux. Au moins 3 qui sont faux. Chacun de nous a que ce soit un extrait de naissance ou un acte de naissance, chacun de nous n'en a qu'un seul. Si vous en avez 4, c'est qu'il y a au moins, je dis bien au moins 3 de fois en attendant de dire 4. Parce Monsieur Moulomba, la question a je été voudrais- réglée, je elle a voudrais- été définie parce je que voudrais- selon son père et les différents changements de nom qui ont été opérés Établis. au cours de sa vie, c'est normal qu'il en subisse ces changements, qui va d'un acte de naissance à un autre. Vous le savez que le président, il s'appelait Albert Bernard Bongo. Oui. Après, il est passé à Omar Au Bongo. Bongo. Après, il est passé à À El El Hadj Hadj. Omar Bongo. Pour finir, C'est El normal. Hadj Omar Ondimba. Bongo Ondimba. Ondimba. C'est Ça normal fait aussi que 4 les enfants étapes. subissent ces étapes de changement-là. C'est légal et c'est approuvé par la loi puisque les tribunaux l'ont déclaré. Pourquoi on fait On une s'arc-boute fixation sur cette question-là. Pourquoi ne contestez pas vous directement les tribunaux au lieu de contester ces différents changements Les évolutions de l'état civil. Mais nous contestons l'ensemble. D'abord, l'état civil enfin, les résultats dont vous me parlez, j'aimerais bien savoir quel est l'organe qu'il a de façon explicite dit. Je voudrais juste vous rappeler qu'en son temps, en 2009, M. Bengonensi, qui s'était attaqué à cette question, Mais personne ne l'a suivi. personne ne l'a suivi, et là je suis d'accord avec vous. Pas grand monde l'a suivi à ce moment-là, et là je suis d'accord avec vous. Mais Bengonensi, qui s'est attaqué à cette question, a eu une réponse d'un organe qui n'en a pas la capacité juridique de le faire. C'est-à-dire la Cour constitutionnelle. Très bien. La Cour constitutionnelle n'a pas la capacité juridique de répondre à ce genre de questions. Mais c'est la Cour qui lui a répondu. Ce qui est La une... Cour Parce qu'il constitutionnelle s'est n'avait pas référé à la répondu. Cour constitutionnelle, évidemment. Absolument, non. Lorsque vous trompez de porte, on ne se prononce pas. On vous dit simplement, monsieur, ce n'est pas ici que vous devriez vous adresser, aller ailleurs. On ne vous déboute pas. Hein, vous vous trompez de porte, on ne vous déboute pas. Si on vous déboute, c'est qu'on a quand même traité la question. Donc, il y a donc, en dehors de cette fois-là, il n'y a pas un tribunal qui s'est, au Gabon, Le prononcé tribunal de première instance de Libreville a eu de déjà à façon, vider ce contentieux-là. de façon nette, je veux dire, parce que la falsification de cet acte de naissance, notamment celui de 2009, n'a pas encore été démontré. Souvenez-vous que celui qui était le maire, d'ailleurs, s'est embrouillé dans un ensemble d'explications et il n'était pas de son ressort. Pourquoi Mais- ne pas mais être- monsieur Moulomba, parce que, je au lieu- voulais savoir qui est compétent, les juridictions qui sont compétentes pour gérer ce genre C'est de là où je questions. voulais également venir. Pourquoi on Il ne s'attaque s'agit-il pas à d'une ces falsification ou d'une erreur de démarche administrative? Parce que là, on repart dans la même chose. On fait un tour de table sur un débat qui a déjà été rendu. Oui, donc... On s'éternise dessus, tu vois. Ouais. Non, mais ça fait partie des chantiers, vous comprenez. Ce n'est pas qu'on s'éternise dessus, mais ça fait partie des chantiers de l'opposition. Ah, d'accord. À côté de celui-là, il y a bien sûr le problème de filiation pour lequel nous demandons un test ADN, simplement, Est-ce qu'il appartient à venir l'opposition de demander cela alors qu'elle n'a aucun intérêt? Souvent, des questions de filiation sont en rapport avec le partage des questions avec les héritiers. Est-ce que l'opposition a juridiquement le droit de demander ce genre d'études? Du moins de ce genre de procédure? Non, le droit, non, nous sommes intéressés. Vous savez, la question de la présidentielle et le poste de président de la République n'est pas un poste quelconque. C'est pour cela que être reporter, journaliste, a très certainement des conditions. Mais le poste de président de la République est entièrement encadré par la constitution gabonaise. Et c'est pour ça qu'il faut l'accepter avec rigueur. Vous ne pouvez pas être président de la République au Gabon si vous n'êtes pas gabonais. Et si vous avez acquis la nationalité gabonaise, vous ne pouvez jamais être candidat à l'élection présidentielle, sauf la 4e génération, à votre 4e génération, c'est-à-dire les enfants des enfants de vos enfants. Voilà, c'est ce que dit la constitution gabonaise. Souvenez-vous, en Zambie, Chiluba, je ne sais pas si vous avez une idée de qui est-ce. Monsieur Chiluba, aujourd'hui, a été, comment on peut appeler le terme, il a été reconnu
en Zambie que Chiluba n'était pas zambien. On l'a déchu de la nationalité zambienne après avoir été président de la République. Parce que tout le monde a convenu... Mais il a été président. Il a été président dans les conditions qu'on sait. Mais depuis que les choses sont devenues normalement et que le peuple zambien vote, Chiluba a été déchu de sa nationalité. Des institutions zambiennes. Parce que, oui, bien sûr, le président qui l'a remplacé, parce que, disent-ils, il était d'origine ougandaise. Donc, Monsieur Moulomba, il reste quand même une question, parce que nous parlons d'origine. Jusque-là, il n'y a pas de preuves tangibles. On a comme l'impression qu'il s'agit de questions de chantage, de surenchère. De divertissement de la population, parce qu'en fait, il y a des vrais thèmes sur lesquels... Jusque-là, il n'y a pas d'éléments matériels qui attestent de l'origine X ou Y de M. Ali Bongo. Monsieur, nous essayons de rendre public ce que nous faisons. Évidemment, il peut arriver que nous ne le rendions pas public, que ça reste entre nous. Mais ça n'empêche pas la démarche. La démarche, c'est que notre démarche de disqualification, et c'était ça la question, notre démarche dans la disqualification s'appuyait sur 2 points fondamentaux. L'un administratif, d'accord, sur l'acte de naissance, etc. Et l'autre sur l'affiliation. Voici nos arguments. Maintenant, est-ce que nous mettrons... Mais là, vous auriez raison. Sur la table, suffisamment d'éléments avant l'élection pour que nous réussissions à disqualifier... La première partie de votre démarche. Voilà, pour que nous réussissions à disqualifier notre adversaire. Là, laissez l'avenir nous le dire. Au cas où la première démarche ne fonctionnait pas, donc la disqualification, on passait à la deuxième, l'élection. Mais justement, c'est pour ça que j'ai dit qu'au sein de l'opposition, il y a 2 avis. Le premier qui dit... Si nous ne réussissons pas, il n'est pas question que nous allions à l'élection si il n'est pas disqualifié, parce que ce serait l'accompagner simplement, puisque les dés, vous l'avez dit, sont pipés d'avance. Et l'autre qui dit, il n'est pas question de le laisser, de lui ouvrir ce boulevard et de le laisser aller seul. Nous devions continuer de nous battre jusqu'au bout. D'où ces 2 voies. Vous avez entendu parler du DTE, voilà, ceux qui font le DTE, c'est-à-dire donc destitution, transition et élection. Pour eux, il n'est pas question. En fait, cette voie mène forcément vers le boycott. Et d'autres, comme moi, disent, il n'est point question de boycotter quelque élection que ce soit. Parce que, et là, je l'ai démontré statistiquement à mes collègues, quand vous regardez les statistiques à travers le monde, jamais un changement est venu à travers un boycott. Et jamais le boycott n'a amené quelques résultats que ce soit. Souvenez-vous du dernier boycott en Afrique. Non, le dernier boycott en Afrique, c'est le Niger. Un candidat de l'opposition va au second tour et tombe malade. On l'envoie en France. Oui, au Niger, oui. Au Niger. Et ses collègues décident de boycotter le second tour. D'accord ? Et aujourd'hui, ils sont réduits à quoi ? À crier simplement, oui, il y a eu abstention, non, il n'y a pas eu, etc. Donc, à aucun moment, un boycott n'a amené ni à annuler une élection, ni à la reprendre, ni à faire quoi que ce soit. Et donc, pour nous, le boycott est une fausse solution à un vrai problème. Alors, au départ, vous avez parlé de système et qu'un système choisissait un élément pour qu'il incarne un régime. Et vous avez également parlé, évidemment, de Ping qui serait pour vous l'homme de la situation. Mais quand on essaie un tout petit peu de parcourir le discours politique de Ping, est-ce que vous pensez qu'il a un discours rassurant ? Monsieur, si Ping n'avait pas déjà la démarche et le discours, tous les 2 rassurants, je ne serais jamais allé avec lui. Vous n'avez pas suivi les discours sur la chasse au cafard, l'appel à la violence? Non, on va venir sur les cafards, on va venir là-dessus. Mais ne faisons pas de mélange. Si la démarche de Ping n'était pas rassurante, Moulomba Mombo Richard, que je suis, n'aurait jamais rejoint cette caravane. Ça, c'est clair. Donc, nous avons eu le temps d'observer, de voir, d'analyser pour prendre la décision. Quels étaient les éléments concrets de votre analyse? Bon, les éléments concrets,
C'est difficile. objectif. Oui, non, mais entre autres éléments objectifs, bon, il y a des éléments que je ne peux pas vous dire ici sur l'antenne, mais vous voyez par exemple, vous observez un ami, c'est vous qui avez un tableau de bord d'analyse, et c'est vous qui l'observez et le jugez. Pinga, par exemple, est l'un des rares qui dit, par exemple, qu'il ne fera qu'un seul mandat. Ce n'est qu'un discours politique. Non, ce n'est pas seulement un discours politique, c'est un engagement. Et auprès d'un ensemble de partis politiques, souvenez-vous que la classe politique gabonaise, pour ce qui est de l'opposition, contient à peu près 25 partis politiques. Légalement 25, reconnus. Légalement reconnus, oui. Et il en a autour de lui environ 20. 19 plus précisément. Donc, non, il donne, il rassure. S'il ne rassurait pas, et n'oubliez pas une chose, c'est que aujourd'hui, ce qui importe pour nous et pour beaucoup d'entre nous, c'est qu'Ali Bongo doit partir. C'est tout. Et- C'est oui, non, le seul programme politique aujourd'hui. Non. C'est important. Quitte à ce que ensuite nous voyons qui mettre à la place. Vous ne Mais pensez après, pas non, que parler non, de départ d'Ali Bongo signifie également demander le départ de Ping, dans la mesure où Non. leurs familles ont des relations assez directes à tous les niveaux, sur le plan familial, sur le plan économique Je ne même. nie pas. Vous avez quand même vu à lire Absolument. Je ne nie pas les relations entre la famille Ping et la famille Bongo. Mais acceptez, surtout pour vous les jeunes, que moi je suis né en 1966, le 30 juin. Un an plus tard, Bongo est président. Presque déjà, en 67. Et aujourd'hui, bientôt 50 ans, c'est toujours des Bongo à la tête de notre pays. Est-ce ça le seul indicateur Mais c'est un pour vous indicateur. de vous battre pour que finalement il partent du pouvoir? C'est un indicateur important. Il y a d'autres. Et les réalisations, ça ne compte pas? Mais il n'en a pas. Vous êtes sûr? Il n'en a pas. J'aimerais que vous m'invitiez ici. Vous n'avez jamais fait le tour des chantiers initiés par le gouvernement ces dernières années? Il n'en a pas ou vous refusez de voir? Non. J'aimerais que vous m'invitiez ici avec quelqu'un qui peut le défendre, et comme ça, il m'en fera la démonstration. Je lui ferai la démonstration contraire. Okay. Je vous dis simplement deux choses. La première, c'est que tous les chantiers qui ont été engagés par Ali lui-même, tous sont arrêtés. La deuxième chose, c'est que les chantiers... Ah non, mais ça, c'est pas vrai. C'est quand même suffisamment grave. Je vous l'affirme et j'assumerai. Deuxième chose, les chantiers auxquels vous faites allusion, qui se réalisent, si vous avez tous les projets, moi je les ai à mon bureau, sont des chantiers qui ont été lancés, payés, financés, avant l'arrivée d'Ali au pouvoir. Donc ce n'est pas... Est-ce qu'il n'y a pas une continuité de l'État? Si, mais pas de l'action de l'homme. Je veux dire que ce qui a été posé par mon prédécesseur, c'est pas moi. C'est mon prédécesseur qui... il faudrait que vous nous en apportiez les preuves, parce qu'on ne peut pas donner crédit à ces informations. Je suis d'accord avec vous. Pour revenir... Je suis d'accord avec vous. C'est pour cette raison que je disais que je suis un peu gêné, moi, là, de parler tout seul, sans contradicteur. Ça viendra. Ce serait bien que quelqu'un qui le soutient soit à côté de moi et que chacun ait avec lui les documents qui attestent de ce que je suis en train de dire. Alors, vous avez parlé de faire partir Ali Bongo parce que le long règne d'Omar Bongo et son règne font que ce n'est pas vous seulement en avez ça, cure. mais c'est l'un des éléments. L'un des éléments. Oui, mais sûr. Encore une fois, je reviens. Si aujourd'hui, on vous dit par l'entremise de Mediapart que Ali Bongo et Jean Ping, c'est une question de deux hommes, un magot. Et non, mais ça ne gêne pas du tout. Ça ne gêne pas. Non, je veux alors dire que ce qui ressort des enquêtes, c'est que finalement, Jean Ping serait bénéficiaire de beaucoup. Permettez-moi d'aller au bout de mon idée. Ça ne gêne pas. Pourquoi? Parce que premièrement, je ne suis pas venu en politique. Je suis en politique depuis 26 ans. Je ne suis pas venu en politique par l'entremise de Jean Ping. Non. Ce n'est pas Jean Ping qui fait mes convictions. Je dis simplement que Jean Ping est aujourd'hui une marche supplémentaire d'escalier. S'il peut nous permettre d'atteindre un objectif, il sera cette marche d'escalier. Mais si Jean Ping, par son comportement, sa démarche, sa façon de faire, ne répond pas, d'autres marches d'escalier seront utilisées. Ce que j'ai envie de dire, vraiment, il ne faut pas se figer sur Jean Ping. Mais pourquoi vous-même, vous êtes pas constitué en tant que marche d'escalier?
pourquoi avez-vous besoin d'une marge Après votre autre longue que la expérience. vôtre, après une longue expérience comme la vôtre en politique. Et apparemment, vous avez je voudrais vous dire, l'apparence de bien connaître certaines choses de notre pays. Je voudrais juste vous dire une chose, parmi lesquelles qu'il faut aussi connaître. Une élection présidentielle, ce n'est pas un jeu. Il faut des moyens. Et suffisamment de moyens. Ça sous-entend que c'est ce qui vous a conduit à suivre. Non, je veux dire, ce qui m'a conduit à ne pas être moi-même candidat. Parce que, monsieur... Vous n'avez pas assez de moyens. Mais je n'en ai pas, malheureusement. Donc vous comptez sur les moyens des autres. Non, ce n'est pas que je compte sur les moyens des autres. Pour monter les marches d'escalier. Je n'ai pas les moyens d'être candidat à l'élection présidentielle. Pour être candidat à l'élection présidentielle, je me suis essayé. Si vous faites un budget, une budgétisation, c'est autour d'une 20aine de milliards. Une budgétisation, oui, bien sûr. Je vous parle d'une 20aine de milliards. En tout cas, l'opposition a des moyens. Pardon ? Ils ont travaillé pour ça. Oui, non, certainement. Ils ont eu comme ils les ont eu. Mais je veux dire ça ne vous frustre pas de soutenir quelqu'un qui a participé temps. à la spoliation de la population? Il nous reste exactement une Quand minute. on parle de Sino-Hydro, ça ne vous dit rien, ça ne vous interpelle pas? Non. Il faut que le système soit démantelé par ces bouts de morceaux. Si ce morceau, Bongo, peut déjà être démantelé, c'est une avancée. Mais Ping n'est pas égal à Bongo. Mais il ne faut pas résoudre tous les problèmes en même temps. Je suis d'accord avec vous pour une chose, c'est qu'il ne faut pas procéder à un remplacement. Moi, je suis pour le changement, pas le remplacement. Ping ne peut pas se comporter en quelqu'un qui vient remplacer, comme une pièce dans un système. Non, ce sera un changement. S'il n'est pas capable du changement, nous aurons dans notre esprit et dans notre comportement les moyens de le mettre dehors et de trouver quelqu'un d'autre, un autre Gabonais. Pourquoi pas? Voilà. Mais vous ne nous donnez pas des garanties. Vous êtes dans on appelle ça comment? Mais vous ne pouvez pas avoir des garanties. Donnez-nous la garantie qu'il va être un véritable changement vous et pas un donnez remplacement. Quel genre de garantie? Mais si c'est l'homme politique, monsieur mais Richard non, il n'y Mulonga. a pas de garantie qu'on peut vous donner à ce stade de choses. Mais À ce stade de choses, c'est un discours et des promesses. Comme ça se fait partout dans le monde et dans tous les pays du monde. Non, vous ne pouvez pas me demander des garanties. Quelle garantie je peux vous donner là? Si ce n'est votre foi en ce qui va arriver et votre engagement à faire arriver ce que vous voulez voir. À la lumière des affaires qui sortent ça et là, ça ne vous interpelle pas? Les affaires de corruption, Monsieur Richard Mulonga, nous aurons l'occasion de vous recevoir ici une autre fois, tellement Merci votre discours beaucoup. il est cartésien et bien argumenté. Mosley, nous allons donc dire au revoir à notre invité. Ah là, il n'y a même plus l'horoscope. Hein. Et nous allons nous C'est allé trop vite. Oui, c'est allé trop vite. Nous avons que 30 minutes et largement, nous avons dépassé le temps. Merci Et beaucoup. j'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter avec vous dans le Da Fresh Morning. En tout cas, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. C'est le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Nous serons avec Mosley demain pour exceptionnellement faire le décryptage du discours du président de la République. Et on aura donc l'occasion de passer des très bons moments en écoutant le réveil matinal qui vous donne 104.5 tonnes de bonne humeur. On se dit bye bye et on se retrouve demain. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.